Alors, on va déterminer une équation, un système d'équations paramétriques de notre droite delta à partir de son équation cartésienne, enfin de son système d'équations cartésiennes. Bien, on avait décidé de poser comme paramètre y égale t, mais on aurait pu prendre aussi x égale t ou z égale t. Il n'y a pas de problème. Alors, il faudra bien regarder les questions, comment sont formulées les questions du bac. On pourra voir ça un petit peu plus tard. Il faut juste lire. Hein, si jamais on vous demande de montrer que le système d'équation paramétrique de la droite est, et puis dans la liste, vous voyez y égale t, bah, c'est que vous êtes obligé de poser y égale t. Hein. Alors, allons-y. Donc, ici, on a posé égale t. Donc, on a repris les deux équations ici cartésiennes et on a rajouté y égale t. Donc, on l'a mis en deuxième parce que y est toujours en deuxième position traditionnellement. Donc, par la suite, on va remplacer partout y par t. On recopie notre y égale t. Et ici, voilà, on va maintenant pivoter. On va utiliser la méthode du pivot pour retirer x dans la dernière équation. On retire x pour qu'il n'y ait que du z et du t. Donc, le pivot est celle-ci. Hein, on ne touche jamais à y égale t. On l'a utilisé en remplaçant partout y par t. Donc maintenant, on n'y touche plus. Alors, quelle combinaison vais-je faire? Donc, on veut retirer x. Donc, on va multiplier, par exemple, la troisième ligne par 3. Comme ça, nous aurons un coefficient de moins 6. Et on va lui rajouter 2 fois la ligne 1, 2 fois 3, ça fera 6, il y aura 6x et moins 6x. Quand on va les additionner, il n'y aura plus de x. Allons-y. On recopie donc notre pivot. Et y égale t. Alors on pivote, donc on a 3 fois moins 2, donc moins 6x, plus 2 fois 3, 6x, donc plus de x, c'est ce qu'on voulait. 3 fois 5t, c'est-à-dire 15t, moins 4 fois 2t, donc 15t moins 4t, il va nous rester 11t. Après les z. Vous voyez comme quoi c'est important de recopier les x sous les x, les t sous les t, les z sous les z, que ça c'est pratique quand on fait la méthode du pivot. On travaille par colonne en quelque sorte. Alors, on va multiplier L3 par 3, donc 7 par 3, ça fait 21Z, plus 2Z, 21 et 2, 23Z, c'est moche. Et les constantes, donc on a moins 3, plus 8, moins 3 plus 8, plus 5. Donc là, la dernière équation nous donne l'expression de Z, Z qui fait, alors, moins 11 23e de t, moins 5 23e. C'est très très moche. Y, c'est t. Et maintenant qu'on a z, on peut remplacer dans la première équation l'expression de z en fonction de t, tout de suite, sans attendre. Ça évite de recopier des lignes pour rien. Maintenant, il nous faut faire les calculs. Alors, le dénominateur commun, c'est... Donc ici, on va additionner les t ensemble, donc ça va être 23. Donc ici, on va avoir moins 46t, moins 46, moins 11, moins 57t sur 23. Et moins 5 sur 23 plus 4, donc 4 fois 23, 92. 92 moins 5, il va nous rester 87. Donc plus 87 sur 23. On recopie y égale t. Z égale moins 11 23e de t. Moins 5 sur 23.
Voilà. Alors maintenant, allez, je vais faire directement x égale. Donc on va se débarrasser de ces deux membres. Donc on va rajouter 57t sur 23 et on va retirer 87 23e. Et on va tout diviser par 3. Diviser par 3, c'est multiplier le dénominateur par 3. Donc on va avoir 57. Alors 57, ouais, il est divisible par 3. Donc je ne vais pas faire diviser par 69. C'est moi, je vais faire la division tout de suite. Donc 57 divisé par 3, ça va nous donner 19. Ça sera quand même plus joli. Et pareil, 87, il est divisible par 3, c'est 29, je crois. Voilà. Et Z. Bon, alors c'est particulièrement moche. Hein. Voilà, et on rajoute T appartient à R. Et ici, c'est l'équation de la droite, enfin un système d'équations paramétriques de la droite delta. Voilà, donc si on veut les éléments caractéristiques, alors c'est pas demandé, hein, mais les éléments caractéristiques de la droite delta, c'est le point A. Si on pose qu'il est là pour coordonnées, alors on prend généralement t égale à 0, hein, comme ça il n'y a pas de calcul à faire. Moins 29 sur 23, 0, moins 5 sur 23. Donc ce point A, il appartient à la droite delta. Et on donne un vecteur directeur de la droite delta, en prenant tout simplement donc les coefficients, on l'a vu en cours, devant t. Vous voyez, si on prend les coefficients, il y a des 23e. Donc le vecteur directeur, enfin un vecteur directeur, je ne vais pas dire le, enfin c'est le vecteur directeur qu'on choisit, mais il y a une infinité de vecteurs directeurs pour une droite. Ils sont tous entre eux colinéaires, et non nuls bien sûr. Donc à la place de prendre un coefficient directeur avec des 23e, je vais prendre dans ma tête le vecteur directeur avec les fractions, 19 sur 23, 1 et moins 11 sur 23. Et celui que je vais écrire sur ma copie, c'est le même, mais multiplié par 23, qui lui sera colinéaire, mais qui n'aura pas de fraction. Quand même, sera plus agréable. Donc 19, 23 fois 1 et moins 11 est un vecteur. Alors dites bien un vecteur, hein. Dites pas le, hein. Directeur de la droite delta. Voilà. Alors, il y a d'autres possibilités. On aurait pu, dès le départ, hein, poser x égale t. Et donc, recopier les deux équations cartésiennes ici. Voilà, on aurait pu partir de cela. Tout dépend, est-ce que dans l'énoncé, on souhaite avoir un résultat particulier ou est-ce qu'on est libre? Voilà. Eh bien, si on est libre, on peut prendre x égale t. Hein, donc c'est assez difficile de faire un bon choix. Voilà. Bon, je ne vais pas le faire. Oh, on pourrait le faire à la calculette, etc. Alors, on n'obtient pas du tout le même système à la fin. Puis forcément, on a x égale t. On n'obtient pas du tout non plus le même point. Généralement, quand on prend t égale à 0, c'est pas du tout la même chose dans la rédaction en noir que dans la rédaction en bleu. Mais ça donnera quand même un point de la droite. Mais ce ne sera pas le même. Pour le vecteur directeur, c'est la même chose. Généralement, on n'a pas le même vecteur directeur. Bon, il est assez proche. Hein. Généralement, c'est lui ou son opposé quand on décide de ne pas prendre de fraction. Voilà pour ceci. Je peux peut-être vous montrer un exercice de bac pour vous faire voir que ce choix-là, ou le choix z égale t, que nous n'avons pas écrit, n'est peut-être pas forcément anodin. Alors, on va faire une petite question. C'est un petit coup bonus de la vidéo. On va donc résoudre une partie de l'exercice 2 du baccalauréat, donc juin 2015, centre étranger. Je vous laisse lire l'énoncé. Donc on définit 3 points et il nous demande une équation paramétrique de la droite EF. Et on va voir qu'en fait ça se passe pas bien. Pas comme on voulait. Alors, il y a plusieurs rédactions possibles. Hein.
Je vais vous proposer donc une première rédaction bleue, on va dire. Donc, la réponse à la question 3. Alors, on va faire comme d'habitude. M de coordonnées x, y, z appartient à la droite EF si et seulement si il existe un réel K. Alors, je l'appelle K exprès. Je ne l'appelle pas T, parce que si on l'appelle T, on va avoir une mauvaise surprise. Mais bon, si vous l'avez appelé T, c'est pas grave, vous changez en T' à la fin. On va voir pourquoi. Tel que donc les vecteurs E, M et EF sont collinaires. Donc là, j'étais un peu vite, je ne l'ai pas écrit, je réécris directement la relation. Tel que EM égale KEF. Bien. Je rappelle que du côté du K, on ne peut pas avoir un vecteur nul. Donc on ne peut pas avoir le vecteur EM, car le vecteur EM peut être nul si M égale E. C'est une possibilité. Donc on est obligé de prendre le vecteur EF, qui n'est pas nul, forcément. Alors on peut le calculer ici, les coordonnées. On va les calculer là, c'est bien. Alors EF, ses coordonnées sont 1, moins 2, moins 1, moins 1, moins 1, moins 2, 2, moins 3, 2, plus 3, 5. Il ne faut pas se tromper ici, sinon c'est la honte, tout le reste sera faux. EM a pour coordonnées x moins 2, y moins 1 et z plus 3. Donc on continue notre petit bonhomme de chemin, comme d'habitude. Donc nous avons x moins 2, y moins 1 et z plus 3, qui sont respectivement égaux à, donc, moins k, moins 2k et 5k. Et donc, quand on a x, on obtient 2 moins k, y 1 moins 2k, et z moins 3 plus k. Donc quand on voit ça, on se dit, ah bah non, c'est pas du tout pareil, donc la réponse, c'est non. C'est pas pareil. Eh bien, on ne peut pas conclure ici. On ne peut pas conclure ici parce que les paramètres sont trop différents. Si vous vous rappelez de ce qu'on a dit, quand on a une équation paramétrique, est sous-entendu un repère sur la droite, avec donc une origine, et un vecteur directeur, qui nous permet de donner la première graduation. Donc sur notre droite EF, voilà, on va prendre cette droite-là, peut-être qu'avec ce système d'équations paramétriques, à l'origine, c'est peut-être c'est le point de coordonnées, il suffit de prendre t égale à 0, donc c'est le point de coordonnées moins 0, moins 3, 7, alors je ne sais pas du tout où il est, je vais le placer là, je vais dire que c'est le point A, et puis un vecteur directeur, c'est 2, 4, 10. Alors on imagine que c'est ce vecteur-là, voilà, et donc ça me donne la première graduation, donc au niveau... ici on a t égale à 0, ici on a t égale 1, ici on aura t égale 2, etc. Peut-être qu'ils ont pris ça eux. Nous, qu'est-ce qu'on a pris? En écrivant ceci, on induit, sans le dire, un repère sur notre droite, qui est le repère défini par E, son origine, et EF, son vecteur directeur. Enfin, le vecteur de base de ce repère. Donc en fait, nous on a ici l'origine et nous notre vecteur qui détermine l'unité est celui-là. Donc pour nous, on a k égale à 0 ici et k égale 1 ici. Donc vous voyez, ça n'a aucun rapport. Mais les deux sont des graduations et des repères de la droite. Mais ils n'ont aucun... Enfin, ils ont un rapport entre les deux, mais il n'est pas du tout évident. Donc, comment on fait pour s'en sortir quand on s'est dirigé dans cette voie-là? On verra qu'il y en a une autre tout à l'heure. Eh bien, c'est de se dire, x, il doit être égal à 2t. Donc ça doit être égal à 2t. Donc on écrit, on pose 2t égale 2 moins k. C'est-à-dire que k, il va être égal à 2 moins 2t. Donc maintenant, à la place de 2 moins k, j'ai le droit de mettre 2t. Y ici, c'est 1 moins 2k. Donc 1 moins, alors j'ai multiplié k par 2, c'est-à-dire 4 moins 4t. Et z, c'est moins 3 plus 5k. Oh, je vais multiplier directement par 5. Voilà, ce sera quand même... On peut le faire de tête.
1 plus 5 fois 4, donc 5 fois 2, 10, moins 10K. Moins 10T, pardon. Et donc, nous obtenons x égale à 2T et y égale moins 3 plus 4T et z égale 7 moins 10T, T appartenant à R. Et là, magie, ah bah c'est bon, c'est la bonne équation. Donc si on ne fait pas attention, en s'y prenant dans cette méthode, avec cette méthode, et qu'on s'arrête ici, eh ben pas de chance, on conclut que c'est faux, alors que c'était pas faux. La réponse était vraie. Alors, quand même un petit bémol quand on écrit ici, le on pose, il faut faire attention que lorsque K décrit tous les réels, il faut aussi que T décrive tous les réels. Alors, ce qui était le cas ici, quand K décrit R, bah, T décrit R et réciproquement. Bon, là c'était facile parce que c'était linéaire, mais on n'aurait pas pu poser par exemple T égale K carré par exemple, parce que ça imposait à T d'être positif. Et les valeurs K égale 2 et moins 2 avaient la même valeur de T, donc ça c'était pas possible comme repère, comme changement de variable. Voilà. Donc des changements linéaires comme ça, il n'y a jamais aucun problème. Voilà, donc la réponse est vrai. C'est vrai. Alors, une autre façon de s'y prendre, qui je pense est plus judicieuse et plus astucieuse ici, parce que quand même là, il faut avoir quand même une certaine technicité au niveau du calcul et du changement de variables. Un truc un peu plus sympa, c'est de dire, voilà, bon, on nous donne la droite EF et on nous donne cette droite sous équations paramétriques. Je vais l'appeler D. Voilà, je vais l'appeler D, cette droite. Bien. Et je remarque qu'on a... Alors, pour savoir si cette droite D, c'est la droite EF, ben, il suffit de chercher si cette droite D contient les points E et F. Parce que si la droite D contient les points EF, la droite D, c'est forcément la droite EF. Alors, c'est pas on a, c'est on va écrire, je vais écrire là. Cherchons, donc en fait, on va tester l'appartenance de A à la droite D, et pareil pour F. Cherchons si il existe donc un réel T, tel que... Donc on va reprendre le système d'équations, sauf qu'on va remplacer x, y, z par les coordonnées du point E. Donc cette rédaction est quand même meilleure. Vous allez voir, c'est plus simple en fait. Meilleur dans le sens plus simple. Donc 2, 1, moins 3, 2t. Alors bien sûr, la réponse, on la connaît. Hein. Bien sûr que ça va être... qui va appartenir, hein, puisqu'on sait que c'est l'équation de la droite EF. Mais a priori, si on n'a pas fait le truc en bleu, on ne sait pas. Donc on obtient t égale 1. T égale 1. Et bon, je vais tricher, hein, sans calculer, forcément t égale 1. Donc la morale de l'histoire, c'est donc E, il appartient à la droite D. Et on fait pareil avec le point F. Et on obtient que la droite D est donc la droite EF. Je vais un peu mieux faire mon appartient. Alors, on peut continuer en faisant avec F de la même façon. Cherchons s'il existe un réel T tel que XF égale YF égale et ZF égale. On peut aussi poursuivre d'une autre façon que je vous montre. Hein, parce que pourquoi continuer de la même façon? Il y a un truc rigolo à faire, c'est le vecteur U de coordonnées 2, 4, moins 10. Donc j'ai repris les coefficients de t, comme on a vu en cours, est un vecteur directeur de la droite D. Bien. Or, le vecteur EF a pour coordonnées, donc on l'a calculé tout à l'heure, je ne vais pas le refaire, je recopie. Ainsi, qu'est-ce qu'on remarque? Que le vecteur EF et U, ils sont collinaires. Alors, il n'y a pas besoin de chercher un réel K tel que EF égale KU, puisqu'on peut le faire de tête.
il suffit de multiplier EF par moins 2. Voilà, moins 2EF, c'est U. Donc, D est la droite passant par E et admettant EF comme vecteur directeur. Et bien ça, c'est la définition de la droite EF. Ainsi, la droite D, c'est la droite EF. Voilà une autre façon de... Donc vous avez trois façons de faire. La façon bleue, qu'on s'est dirigé de ce côté-là, faut bien s'en sortir, ou bien on raye tout et puis on trouve une autre méthode. Vous avez la méthode noire, où on montre que E il appartient à D. Et là, vous avez deux embranchements à cette méthode noire. Soit vous continuez en montrant que F il appartient aussi à la droite D. Dans ce cas-là, après, c'est fini. Que je n'ai pas fait, parce que comme c'est la même méthode, vous pouvez le faire tout seul. Et je vous montre une autre façon de faire. Une fois que E il est sur la droite D, que vous l'avez prouvé, eh bien, vous regardez si D et EF ont un même vecteur directeur, ou ont des vecteurs directeurs collinéaires. Donc on a exhibé un vecteur directeur de la droite D, le vecteur EF, par définition vecteur directeur de la droite EF, je l'écris ici, et puis ces deux-là, vous voyez, on voit tout de suite qu'ils sont collinaires. Généralement ça se voit assez vite au niveau des coefficients. Si ça se voit pas, que c'est compliqué, on écrit cherchons s'il existe un réel K tel que U égale K EF, et vous trouvez K. Et si jamais on ne trouve pas K, ça prouve que un vecteur directeur de EF et un vecteur directeur de D ne sont pas collinaires, les droites ne peuvent pas être égales, c'est pas possible. Donc la réponse serait faux. Même si E appartient. Ça voudrait dire qu'en fait la droite D elle passe par E, mais elle n'a pas le même coefficient, le même vecteur directeur que EF, donc on aurait des droites séquentes, forcément, séquentes en E, mais pas confondues, quoi. Voilà un petit exemple où il faut faire attention à cette histoire de paramètres. Voilà, j'espère. Ah oui, on peut faire la question 4 quand même. Ne finissons pas là-dessus. Une mesure de l'angle en degrés de FEG. Ah, alors là, il faut penser, on me demande une mesure, tiens, ça veut dire, on a un angle, en plus en degrés c'est honteux, mais enfin c'est pas grave, j'aurais préféré en radian. Alors comment faire? Qu'est-ce qui dans le cours de géométrie dans l'espace nous parle d'angle avec tous les vecteurs? Eh bien, le produit scalaire, bien sûr. L'angle FEG, on va pouvoir l'atteindre grâce au produit scalaire. Alors je fais un petit dessin. Voilà, on imagine qu'on a E, F, ici et G. On nous demande l'angle FEG, angle géométrique. Bien. Eh bien, il suffit de calculer le produit scalaire de EF, scalaire EG, qui d'après le cours nous dit que c'est la norme de EF multipliée par la norme de EG, multipliée par le cosinus entre les vecteurs EF et EG, mais qui est exactement pareil que le cosinus de l'angle FEG. Vous pouvez l'écrire aussi comme ça, puisque on n'est pas obligé de prendre un angle orienté, puisque le cosinus de x et le cosinus de moins x sont égaux. Donc il faut calculer trois choses, ceci, cela et cela. Donc on va marquer on a, voilà, alors on va calculer le produit scalaire. Alors EF scalaire EG, on a les coordonnées, donc c'est très facile. Donc EF, je ne vais pas le recalculer. EG, je vais le calculer. Donc on a les coordonnées de tout le monde. E est ici, G est ici. Donc moins 1, moins 2, moins 3. 3 moins 1, 2. 1 moins moins 3, 1 plus 3, 4. Donc EF scalaire EG va être égal à moins 1 fois moins 3, 3. Plus moins 2 fois 2, moins 4. Plus 5 fois 4, 20. Il va nous rester donc 19. On calcule maintenant la longueur de EF.
Alors, on vérifie quand même que tout ça a été donné dans un repère orthonormé, hein, sinon on n'aurait pas pu faire ni le produit scalaire, ni la longueur du segment EF. Donc, c'est racine carrée de ces coordonnées au carré, en faisant la somme et en prenant la racine. Ce qui nous donne donc 1 plus 4 plus 25, racine de 30. Racine de 30, ça ne se simplifie pas plus. La longueur EG, donc j'ai marqué ça, mais j'aurais pu aussi marquer juste EF hein, et EG ici. Bon. Juste pour rappeler les différentes notations que nous pouvons prendre. Voilà, donc nous avons racine de 9 plus 4 plus 16, soit racine de 29. Donc, on reprend la relation que nous avons, on va l'appeler 1. 1 devient, alors le produit scalaire 19 égale EF racine de 30, EG racine de 29, multiplié par ce fameux cosinus de l'angle FEG. Donc le cosinus, que vaut-il? Eh bien, il vaut 19 divisé par ce produit de racine. C'est très moche. Alors, on a appris quand on était petit à ne jamais laisser de racine carrée au dénominateur. Alors, on peut le faire ici, mais on obtiendrait une formule hyper moche. Et il n'y a aucune simplification. Donc, notre problème, c'est qu'on va obtenir un cosinus qui n'est pas le cosinus d'un angle remarquable. Donc on ne pourra pas dire, ah bah je reconnais, si le cosinus faisait 1,5, ou racine de 3 sur 2, ou 0 ou 1, ou racine de 2 sur 2, au signe près, tout ça. On pourrait reconnaître l'angle FEG, mais là c'est pas possible. Et ça n'appartient pas aux lignes trigonométriques dont nous avons l'habitude. Donc on est obligé, pour répondre à la question, d'utiliser notre calculatrice. Donc dans la calculatrice, elle peut faire les calculs de cosinus, mais aussi elle peut faire les calculs inverses, c'est-à-dire à partir du cosinus, nous donner la valeur de l'angle. Alors attention, parce que la plupart du temps, les calculatrices, il le faut, hein, elles sont en mode radian, les calculatrices normalement. Donc il faut laisser le mode radian, c'est important parce que quand vous dessinez une représentation graphique de fonction trigo, il faut absolument être en radian, sinon vous allez avoir une fonction cosinus, mais pas du tout celle attendue. Donc il faudra soit mettre le mode degré et après revenir en radian, soit voir la valeur en radian et après la convertir en degrés. Donc prenons notre machine. Alors je retiens juste 19, 30 et 29. Alors on va utiliser donc dans trig, vous avez cos-1 ici. Donc cos-1, donc on a dit 19 en haut, racine de 30 et racine de 29. C'est très très moche. Alors la calculatrice nous répond 0 environ, hein, 0,871 radians. Vous êtes ici en mode radian. Bien. Si vous voulez maintenant avoir le résultat en degrés, ce qui était demandé dans l'énoncé, vous avez deux possibilités. Soit on convertit cet angle en radian en degrés. Bon, alors c'est pas très difficile, il suffit d'utiliser une règle de 3. Si vous vous rappelez, bon, c'est pas la méthode la plus simple. Vous verrez qu'il y a une petite astuce avec la machine, mais quand même, il faut savoir le faire. Vous savez que pi, ça correspond à 180 degrés. Donc si R, c'est la mesure en radians, et vous avez D, la mesure qui correspond en degrés, vous savez très bien que D vaut ce produit divisé par
pi, donc 180 R sur pi. Donc pour avoir la valeur en degrés, il suffit de prendre votre angle exprimé en radians, vous le multipliez par 180 et vous divisez par pi. Ce qu'on va faire, 180 multiplié par la réponse précédente, seconde rep, divisé par pi qui est caché ici. Voilà, et nous avons la réponse en degrés. Donc ça a quand même l'avantage de ne pas sortir du mode de radian, mais allons, si on est un peu feignant, on appuie sur mode et on passe à calculatrice en mode degrés. Voilà, je quitte et je refais ce calcul-là, et cette fois-ci, la machine va répondre en degrés, ce qu'elle fait ici. Alors, il ne faut pas oublier de repasser toujours mode en radian. Hein, parce que si un jour vous oubliez que vous faites un calcul de cosinus pi sur 2, cosinus pi sur 2 degrés, c'est pas pareil que cosinus pi sur 2 radian. Donc on ne peut pas avoir de surprise, on est toujours en mode radian. Maintenant, ce qui peut être aussi, bon, ça suffisait pour l'exercice de bac, cette réponse, il est aussi parfois pratique en physique de faire une conversion en degrés, minutes, secondes. Alors elle le fait, vous avez une fonction angle ici, donc on va faire seconde angle, et il nous propose donc de faire la conversion degrés, minutes, secondes. Alors comme j'avais rien rentré avant, flèche ça veut dire converti en. Comme j'avais rien écrit avant, il a dit bon t'as rien écrit, alors je vais prendre la dernière réponse, ce qui est très bien. Donc 49,897 degrés, ça nous donne 49 degrés, 53 minutes, 50 secondes et des brouettes. Voilà, donc on va reprendre l'énoncé pour regarder quelle était la question posée exactement. Arrondi au degré, alors c'est encore plus simple. Donc, qu'est-ce qu'on a obtenu? Je ne me rappelle déjà plus. Donc, on obtient 49,89. On va prendre cette réponse-là. 89,7. Donc, FEG est environ égal à 49,897 degrés, soit environ 50 degrés arrondi au degré près. Voilà. Et donc la réponse, il nous disait 50, c'est la bonne réponse. Donc la réponse, donc on conclut en disant la proposition est vraie. Et vous l'écrivez en gros, ou vous le soulignez pour que le correcteur, vous voyez, en un coup d'œil, il voit vrai, le correcteur, il est content. Et puis, s'il est un peu pressé, il ne regarde pas trop les détails, il voit qu'il y a des calculs, il voit que vous avez mis vrai, il va vous croire, peut-être, avec un peu de chance, sans trop regarder. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris cette histoire et que vous vous rappellerez que quand on vous demande de calculer un angle en géométrie dans l'espace, dans l'esprit de ce qu'on a vu dans le cours, eh bien, la plupart du temps, on revient à un calcul de produit scalaire et de normes. Alors, sauf si, bien sûr, on est dans un triangle, un rectangle, et donc là, on peut utiliser les formules que vous avez vues de trigonométrie du collège, que vous utilisez encore en physique. Voilà, mais retenez bien aussi cette histoire avec la calculatrice de conversion d'unités, et de mode degré radian, et aussi connaître la conversion en degrés minutes secondes, c'est toujours utile. Voilà. Bon courage.